Bonjour, vous écoutez l'épisode 38 de Vivant, comment prendre soin de nos vieux, avec Sarah Roubateau. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant où aujourd'hui mon invitée est Sarah Roubateau, anthropologue, auteure, artiste, et avec elle nous allons parler de la place de nos vieux. Quelle est la place de nos aînés dans notre société ? Quel regard portons-nous sur nos vieux et comment pouvons-nous l'améliorer collectivement ? C'est les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec Sarah aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin du podcast, puisque Sarah nous a concocté une petite surprise, à la fois tendre et émouvante. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sarah Roubateau. Bonjour Sarah, bienvenue dans Vivant. Déjà, comment ça va ? Eh bien, on fait aller dans ce monde difficile. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ma chère Sarah ? Oui, alors je m'appelle Sarah Roubateau, je dis pisteur de possibles, c'est-à-dire que je suis à la recherche d'une manière d'exprimer les possibles dans nos sociétés, donc les potentiels de changement, et je le fais à travers plusieurs œuvres de mots. Alors, je suis anthropologue de formation, écrivain, artiste de scène aussi, donc j'utilise les mots que je chante, que je dis, que j'enregistre, que je diffuse et que je partage, que ce soit par des textes plus ou moins longs ou courts, publiés ou bien mis en scène, avec une approche, avec un regard d'anthropologue qui se pose, mais une œuvre qui est plutôt artistique. Et je suis franco-canadienne, franco-québécoise. Du coup, tu sais, quand on a commencé à échanger ensemble, je voyais un petit peu ce que tu publiais sur LinkedIn notamment. Et souvent, effectivement, tu publies des choses qui sont en lien avec le deuil, avec la manière dont on prend soin des personnes âgées ou dont on vit la fin de vie, etc. Comment tu t'es intéressée à ces sujets-là ? En fait, je m'intéresse à des grandes questions de société, mais par la petite lucarne du quotidien, par les petites scènes. Donc souvent, je vais attraper un sujet de société par une scène quotidienne. Et c'est vrai que moi, je suis très sensible. J'ai dit que j'ai une formation d'anthropologue. Quand on est anthropologue, ma spécialité, c'était de travailler sur la littérature orale. Et quand on étudie différentes sociétés, l'oralité, c'est toujours les personnes âgées qui en sont les dépositaires, les femmes aussi beaucoup, et les personnes âgées. Donc, de toute façon, quand on est anthropologue, on est amené à travailler dans l'intergénérationnel et d'aller dans des sociétés où le lien aux personnes âgées est différent, le lien à la fin de vie ou à la longue vie est différente. Ça marque beaucoup. Et évidemment, le rapport à la vie et donc forcément à la mort aussi est très différent. Donc, je m'intéresse à ce sujet, disons qu'il revient dans ce que j'écris. Je pense que je fonctionne un petit peu par équilibre, c'est-à-dire que quand je vois qu'il y a un sujet qui est mal traité dans la société, je vais avoir tendance à plutôt m'y intéresser davantage. Donc, comme c'est un sujet qui, par période, revient dans l'actualité, mais sans qu'on vraiment se penche, du coup, moi, j'ai tendance à y revenir. Donc, t'aimes bien les choses t'aimes bien un petit peu les comme moi, quoi, les choses qui sortent un peu de l'ordinaire, en tout cas qui sont pas les choses les plus courantes auxquelles on peut avoir à parler dans notre société. Je crois, je suis quelqu'un vraiment de la diversité dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que je parle 4-5 langues depuis toute petite, j'ai été élevée dans un contexte international, etc. Et je suis sensible au vivant, et donc dans le vivant, la règle de base, c'est la biodiversité, il y a de la diversité. Et je trouve que dans les sujets dont on entend parler, dans les médias, dans notre paysage médiatique ou culturel, notre conversation, disons,
la conversation que la société a tous les jours avec elle-même, il faut qu'il y ait de la diversité. Donc, je vais m'intéresser forcément à tous ceux qui vont tirer, qui vont avoir un autre regard, ou bien qui vont se saisir d'un sujet dont on ne parle pas, ou bien qui vont se saisir d'un sujet dont on parle, mais d'une autre manière. Parce que dès que tu fais ça, tu participes à l'écosystème de la pensée, tu participes à la diversité de cet écosystème. Et je pense qu'on en a mais énormément besoin. Sinon, on va tous dans le même sens. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager aujourd'hui? De quoi tu aimerais parler avec moi, du coup? Qu'est-ce qui revient le plus, en tout cas, par rapport à la fin de vie, par rapport au deuil, par rapport aux différences de culture, par rapport à tout ça? Si je te lance une perche bien, bien grande. Bien, bien grande. On peut déjà je pense qu'on peut se rappeler à quel point il y a une diversité de manières dont l'être humain a approché la mort et la disparition et le deuil. Et évidemment, naturellement, on est ethnocentré. On pense que notre manière est universelle de concevoir la vie, la mort. Par exemple, la vie est une ligne dans notre pensée occidentale ou européocentrée. C'est une ligne et l'avenir, c'est ce qu'il y a au-devant de nous et le passé, c'est ce qui est derrière. Oui, dans notre vision ethnocentrée, européenne, occidentale, on a donc cette vision de la ligne, c'est-à-dire qu'on est sur un chemin de vie et on a l'avenir devant nous et le passé derrière. Et il ne faut pas se retourner sur le passé ou il faut se retourner. Enfin, voilà. Eh bien, quand on étudie d'autres cultures, d'autres langues, il y a des langues où l'avenir est derrière soi et le passé est devant, par exemple, et où en fait, on n'avance pas dans la vie, on recule. Et c'est logique. Pourquoi? Parce que le passé, on le connaît, donc on peut le voir, alors que l'avenir, on ne le connaît pas, donc il est derrière nous, il est dans notre dos, par exemple. Et quand on s'ouvre à cette diversité-là, c'est assez fascinant. Et on peut, parce que chaque individu a un rapport particulier aussi à sa propre culture. Donc, si on parle de deuil ou de mort, etc., on peut se sentir mal à l'aise avec la manière dont notre société gère ou nous apprend à gérer ou à vivre ça. Et donc, dans les différentes cultures, il y a tellement, tellement de manières d'appréhender les rituels et la mort. Mais par exemple, il y a des sociétés où, par exemple, chez les Sasak indonésiens, une tribu, il y a des rituels funéraires, il va durer plus de 1000 jours. D'accord. Donc, le processus de deuil célébré de façon sociale va durer 1000 jours, ce qui est bien très long. En Tanzanie, chez les Iramba, en fait, le défunt change de statut dans la famille, d'endroit dans la famille, c'est-à-dire que on va plus considérer qu'il est le fils de ses pères, on va considérer qu'il est le fils de ses mères, de toute la lignée matriarcale. Ça veut dire que le passage de la vie à la mort dans certaines sociétés, c'est l'occasion presque de changer d'identité, par exemple, parce qu'il y a une libération, quelque chose comme ça. Par exemple, à Madagascar, chez les Mérinas, ils considèrent que en fait, la vie, c'est un lent processus d'assèchement. Ils considèrent que tout ce qui est l'enfance, la vie, c'est humide et qu'on devient très sec au fur et à mesure qu'on vieillit. Donc, quand il y a quelqu'un qui meurt, on va attendre, on va l'enterrer, mais le véritable enterrement, dans le sens où nous on l'entend, la cérémonie, c'est quand on va exhumer le squelette, parce qu'une fois qu'il est à l'état de squelette, seulement là il est vraiment mort, par exemple. Donc on a des rituels très différents qui marquent des rapports à la mort très différents. Et il y a quelque chose qui est très connu, c'est la fête des morts au Mexique, par exemple. Bien sûr. La fête des morts au Mexique, qui en fait est une fête héritée des Aztèques, très, très, très ancienne, et qui correspond chez nous à la Toussaint, à la célébration. Oui, voilà, donc ça, c'est quand même universel. Mais au Mexique, c'est une fête joyeuse. C'est une fête colorée. On va sur les tombes et
Il y a des bougies, il y a des couleurs, il y a des chants. Et c'est vraiment joyeux, la fête des morts. Dans notre société, la fête des morts, c'est pas joyeux du tout. Rien de dire. Et évidemment, nous, on porte du noir. Il ne faut pas mettre de la couleur parce que c'est une offense, alors que chez eux, au contraire, c'est un hommage aux morts que de mettre de la couleur. Donc voilà. Et donc, c'est vraiment intéressant d'aller simplement de savoir qu'il y a cette richesse-là, parce que on est peut-être aussi à un moment où il y a des rituels qui se réinventent. En fait, les rituels se réinventent toujours. Donc, et le rapport à la sépulture est très important, parce qu'en fait, c'est de là que les archéologues, c'est-à-dire c'est quand on a découvert les premières sépultures, c'est la trace des premières sépultures avec 300 000 à 400 000 ans chez les Néandertal ou Sapiens. C'est à partir de là qu'on se rend compte qu'il y a une évolution chez les hominidés, parce que s'il y a sépulture, ça veut dire que non seulement on a pris conscience de la mort, de la disparition, de deux, qu'on s'en souvient, parce que dans l'évolution, quand on observe chez des animaux, les éléphants vont revenir sur le lieu où a disparu un membre de leur, tribu, de leur troupeau. 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils vont revenir au lieu, ils se souviennent, mais il y a des animaux qui ne font pas ça. Et donc, on ne savait pas, dans l'évolution de l'humain, c'est à partir de quel moment qu'on s'est souvenu que notre sœur, notre frère est mort il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même 2 mois, on ne sait pas dans l'évolution. Et quand on voit une sépulture, on se rend compte que non seulement il y a la mémoire, mais il y a la volonté de laisser une trace et d'encadrer ça et d'avoir ce début de rituel. Et donc, c'est très, très important dans même l'évolution de l'humanité, notre rapport à la mort et à la disparition et au deuil. Donc voilà. Voilà des choses que les anthropologues peuvent donner à comprendre. Enfin, moi, ce qui me fascine surtout, effectivement, c'est le côté que de manière générale dans la société, notre propre perception à nous, et je parle bien en tant qu'individu, on a l'impression que tout le monde pense pareil, on a l'impression que c'est la vérité absolue, on a l'impression que si, on a l'impression que ça, tu sais. Il y a ce côté un peu égo-trip où chacun a l'impression d'avoir réinventé réinventé la roue, réinventé l'eau chaude, etc. Et moi, ça me fatigue. Donc d'entendre ça, ça fait du bien. Justement de voir que bah oui, il faut de toute façon, il faut s'ouvrir, il faut continuer à avancer, il faut continuer à s'ouvrir vers l'autre et écouter ce que les autres ont à nous apprendre, parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on devient de plus en plus humain. Ben, on peut pas. En fait, on est dans un drôle de monde où on est. Les communications, le fait qu'on ait accès facilement à tellement de connaissances, ça nous ouvre aussi. C'est-à-dire, à quoi ça sert de savoir ce que d'autres peuples font, en gros. Ok, il y a des chercheurs qui s'y intéressent, bon, d'accord. Mais pour le commun des gens, à quoi ça peut servir, que ce soit d'apprendre une autre langue ou de savoir comment d'autres peuples traitent de quelque chose qui est universel, pour le coup, le deuil. Je pense que ça peut ouvrir simplement de se dire, tiens, c'est possible de faire ça. Combien de gens sont mal à l'aise avec l'idée? Alors moi, je porte aucun jugement dessus. Personnellement, ça m'affecte pas, mais il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec l'idée du noir, par exemple, au niveau du deuil, etc. Et les normes sociales dans lesquelles nous sommes font que la pression, c'est pas forcément qu'il y a une pression, mais la norme sociale dit tu m'enlèves ce truc rose quand même, un petit peu de respect, même si toi ça te plaît pas, on est à un enterrement, etc. Bon, tu mets du gris foncé à la limite, mais voilà. Et de savoir qu'il y a des pays où c'est l'inverse total, où c'est la célébration de la personne décédée qui fait qu'il faut qu'il y ait un éclat de couleur, au contraire, pour l'accompagner, ça peut nous faire dire, tiens, c'est peut-être... ce que je pense n'est pas, ou ce que je ressens n'est pas absurde. Il y a des sociétés pour qui c'est la norme. Bien sûr. Après, on peut même se mettre à intégrer chez nous ou à adapter des formes de cérémonies qui vont plus nous parler. Et donc, de s'ouvrir à ce que font d'autres cultures, ça peut aider, quoi.
De toute façon, on voit que ça bouge. Enfin, tu vois, pour en parler avec beaucoup de personnes qui bossent dans le domaine du funéraire, soit pompes funèbres, tu vois, indépendantes ou des indépendants comme moi qui bossent sur différentes thématiques, les choses bougent un petit peu. Les choses bougent un petit peu, les gens sont de plus en plus demandeurs, ou en tout cas pas tant demandeurs, parce qu'ils ne savent pas forcément ce qui existe, mais en tout cas à l'écoute de suggestions nouvelles sur des nouvelles manières de célébrer, rendre les choses un peu moins classiques, entre guillemets, même s'il n'y a pas il y a pas de côté péjoratif quand je dis ça dans ma bouche, hein, chacun fait comme il a envie de faire, si tu veux. Mais l'important dans ces moments-là étant, à mon sens en tout cas, de s'écouter et puis de donner une vision positive de la vie de la personne plutôt que tu vois, la personne a vécu, donc c'est le moment entre guillemets, de rendre hommage à ce qu'elle a pu construire dans sa vie et pas forcément de se dire que c'est une fin en soi. Oui, c'est une fin, bien entendu, mais il y a une vie derrière. Et je pense que c'est ça qu'on oublie. Et c'est ça aussi qu'on oublie d'ailleurs beaucoup chez les personnes âgées. Tu vois, je trouve qu'on traite pas très bien nos papis-mamies. Nos papis-mamies, c'est juste des gens comme nous, mais qui ont un peu plus de bouteilles, donc qui ont plus d'expérience, qui ont plus de vécu. Et des fois, on les traite un peu comme des enfants. C'est un peu dommage, ça, non? Oui, ça, je vais clairement, là, c'est une belle perche que tu m'as tendue, parce que ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et sur lequel j'ai écrit. Mais je voulais savoir avant, quand tu parles de renouvellement, de rituels et de pratiques, de l'envie des gens d'avoir quelque chose de différent, même s'ils ne savent pas exactement quoi, c'est sûr que de toute façon, il y a des processus dans le deuil, et puis dans les rituels du deuil, je pense que ce qui nous arrive, c'est qu'en fait, on est passé à une société évidemment individualiste, mais aussi à une société où la famille est éclatée et où une cérémonie d'enterrement, de deuil, etc., c'est quoi? C'est des familles nucléaires et des individus qui se retrouvent. Avant, ou dans d'autres configurations, chez des chasseurs-cueilleurs ou des tribus, ou même quand il y avait des cités, les gens vivaient en communauté. Et donc, quand tu as un deuil, c'est le village ou la commune, ou peu importe, en tout cas, c'est l'unité de la commune, c'est la collectivité qui est mobilisée. Et à ce moment-là, comment dire, tu as une répartition beaucoup plus efficace des différents aspects du deuil. Ça veut dire que, par exemple, dans beaucoup de cultures, il y a ce qu'on appelle des pleureuses. Et c'était souvent des femmes. Ouais. On faisait appel à des femmes, mais de l'autre village, du bout de la vallée, peu importe, d'un autre endroit, même pas forcément attachées de façon filiale, donc pas de la même famille que la personne défunte, qui viennent et qui pleurent et pleurent de façon très spectaculaire, ostentatoire, ça dégouline. Hein. C'est très théâtral. Et pourquoi elles font ça? Pas pour se donner en spectacle, pas parce qu'elles gagnent des sous en faisant ça, mais parce que elles sont chargées d'exprimer la peine de la famille, la communauté, etc. Et elles l'exorcisent, en fait. Donc, il y a ce spectacle vraiment de lamentation très, très fort. Et après, elles s'en vont parce qu'elles ont fait leur boulot. Et pendant qu'elles font ça, à ce moment-là, forcément, les autres membres qui ont assisté à ça ont eu cette forme d'exorcisme, mais eux, ils peuvent se concentrer, par exemple, sur la célébration comme tu disais, de la vie de la personne. Voilà. Et donc, c'était partagé, c'était porté par la collectivité. Aujourd'hui, il y a un peu tout qui tombe sur peu d'individus, en fait. Donc, c'est difficile de demander... Voilà, les personnes sont dans leur peine, donc ils vont insister sur ou la longue maladie, ou la peine, la douleur, le manque à venir, etc. Ils ont besoin d'exprimer ça aussi parce qu'on est dans une société d'individus et que d'abord, l'essentiel, c'est moi, je vais exprimer mon chagrin d'individu. Ça vient souvent avant je célèbre une personne, parce que ça demande un peu plus de retrait de la part de l'individu. C'est plus compliqué. Il y en a qui le font, mais c'est plus compliqué que quand on est dans un autre contexte social où la collectivité est plus importante, voire parfois écrase l'individu. C'est pas qu'il y en a un meilleur que l'autre. Mais...
Quand tu as une collectivité, la collectivité peut, peut, peut soutenir, entre guillemets, l'individu, alors que là, comme on est tous éclatés un peu, chacun est dans son malaise, du coup, parce qu'au final, c'est un malaise avant tout, et on ne sait pas trop quoi faire, et on ne sait pas trop quoi dire, etc. etc. C'est ça. Tout à l'heure, tu disais que je t'ai tendu une grosse perche avec les papis-mamies. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais me dire là-dessus? Oh, mais écoute, pour les papis-mamies, je pense que leur place dans notre société nous révèle notre rapport à... En fait, on est dans une société où on surreprésente la mort dans les jeux vidéo, les films, tout ce que tu veux, mais où elle est complètement absente dans notre quotidien. On est passé d'une société agricole où on égorgeait le poulet, on tuait, on voyait des animaux abattus ou accidentés tout le temps. Enfin, c'était normal, et où on veillait, les anciens, ou pas anciens d'ailleurs, en tout cas quand il y avait un mort. Et on est passé de ça à une société industrielle, et dans une société industrielle et productiviste, le but c'est de produire, c'est la machine qui produit. Donc tout ce qui est un signe de décadence, entre guillemets, ou de ralentissement de la productivité, on n'en veut pas. Et les personnes âgées en font évidemment partie. Une personne âgée, elle n'est plus... elle est plus lente, elle est plus efficace, tu peux mettre plein d'adjectifs. Et ça, même si on les aime beaucoup, etc., ça nous met mal à l'aise. Voilà, garder son parent chez soi, dans le mode de toute façon, on est dans des familles nucléaires éclatées, on ne peut plus l'envisager. Et donc, on les met à l'écart et dans la solitude, soit de leur appartement, soit d'EHPAD, et on les coupe aussi du lien avec les plus jeunes. Alors, je sais qu'il y a des expérimentations qui se font avec parfois des habitats où il y a en bas une crèche, par exemple, ou une petite école, et en haut, voilà. Mais c'est très, très embryonnaire, quoi. Et donc, c'est terrible parce que ceux qui sont dépositaires d'une mémoire, et puis comme tu dis, il y a de l'infantilisation aussi, beaucoup. Donc, je dis, ça revient par vague parce que c'est quand il y avait eu la canicule ou quand il y a eu le Covid, mais ça disparaît très vite, quoi. Qu'en fait, je pense que notre rapport aux personnes âgées, il est vraiment urgent qu'on y pense, parce qu'en plus, au niveau du nombre, par rapport au nombre de jeunes, c'est énorme, hein, on est dans des sociétés vieillissantes. Mais on n'arrive pas à les intégrer. On n'arrive pas à les intégrer à notre quotidien, à en faire autre chose que des êtres qui doivent être en gros nourris, torchés, et les faire dormir et les laver. Mais et après, il y a quoi dans... Et on appelle ça prendre soin des personnes âgées. Bon, c'est pas prendre soin des personnes âgées que de se contenter de leurs besoins physiologiques seulement, quoi. Et donc moi j'ai écrit un texte là-dessus dans un de mes manuscrits, en fait, qui n'est pas publié. Et j'avais écrit un texte qui s'appelle Le panneau en liège. Tiens, monsieur, déjà réveillé? Ça fait déjà plusieurs heures que monsieur est réveillé, la tête tournée vers la fenêtre qui donne sur un mur. Ça fait des heures qu'il attend, assis au bord du lit. Il a réussi à s'extirper du matelas et à pivoter pour s'asseoir. Il n'a pas trouvé la manette pour redresser le lit. Il reste là, en attendant. Impossible de mettre la télé, il est trop tôt. Il ne peut pas sonner. D'ailleurs, on lui a dit d'arrêter de sonner pour rien. Lui, tout ce qu'il voudrait, c'est parler un peu. Les rayons du soleil se sont mis à éclairer les visages sur le panneau de photos à l'entrée de la chambre. Dans toutes les chambres, il y a le même panneau en liège. Entre les photos, on voit encore les trous qu'ont fait ceux qui étaient là avant que quelqu'un décroche les photos en pleurant. Sur les photos, tout le monde sourit. Ça respire la joie, la santé, la vie.
Lui aussi, il a fini par mettre ses photos sur le panneau en liège, histoire de se rappeler qu'il a été un homme, un mari, un père, un collègue, un grand-père. Cet après-midi, c'est la petite qui va venir le voir. Bon, il ne faut pas qu'il se plaigne. Mais elle va encore lui demander s'il a passé une bonne semaine. Elle n'a pas compris qu'ici, il n'y a plus de semaine, ni vraiment de jour, ni vraiment de nuit. Ici, le temps marche avec un déambulateur. Il avance par petites tranches de tâches à accomplir. La toilette quotidienne avec le gant, la grande expédition à la douche une fois par semaine, la promenade dans le couloir, se rendre jusqu'à la salle à manger. Bon Dieu, ce que ça peut être loin, une salle à manger. Il déteste cette salle. Toutes ces dentiers qui mastiquent, c'est le temps qui lui fait la grimace. Pourtant, parfois, il rit. Ça lui rappelle la cafétéria quand il était môme, et celle de l'armée. Et puis, ça le change du lit et de la chaise près de la fenêtre qui donne sur un mur. Ce lit, c'est là où il va passer de plus en plus de temps. C'est là qu'il attendra que la douleur passe. Là qu'un jour, la douleur passera tout à fait. C'est signé. La dernière scène de sa vie se passera là, dans ce lit qui n'est pas le sien, qui sera celui d'un autre une semaine plus tard, dans ces draps qui n'ont plus l'odeur d'un chez-soi. La dernière chose qu'il verra, ce seront des murs d'un blanc trop propre. Et le panneau en liège où il laissera 2 petits trous. D'où la nécessité d'avoir aussi une vraie révolution dans le paysage médiatique. Et c'est pour ça que ton podcast, je pense, est essentiel et pionnier peut-être pour se mettre à parler de ces sujets-là. Ce qui serait idéal, c'est que ces sujets-là soient intégrés dans des médias généralistes, si tu veux. Mais je pense que des initiatives comme ça, d'avoir un podcast et puis peut-être d'autres choses un jour, en tout cas que de plus en plus on en parle, parce que, comme tu dis, les initiatives sont là. Il faut que les gens sachent que ça existe, et pour ça, il n'y a que les échanges, les dialogues, les rencontres et les médias, tous médias confondus. Donc, il y a aussi un grand travail de la part de ceux qui racontent le monde, qu'ils soient journalistes, écrivains, enfin, tous ceux qui racontent le monde, de se pencher sur ces sujets-là et d'aller chercher les patients, toi, qui y travaillent, mais qui aussi veulent transmettre ça. Ça, c'est... Oh mon Dieu, oui, en émission d'été, il commencerait par une émission d'été, par exemple. Ce serait génial. Après, en programme. Moi, j'avais pensé à ça, pareil, pour le média que j'ai créé, L'être d'une génération. Moi, c'est à l'autre bout de la chaîne, c'était pour donner une voix aux 15-25 ans. Donc, les ados et les jeunes adultes, parce que je trouve qu'on ne les entend pas, sauf quand ils font des marches pour le climat visible, mais à part ça, voilà. Et on ne les intègre pas au débat de société. On en fait des personnes passives qui doivent gober du savoir, école, université, école, et après aller sur le marché du travail. Après, on t'écoutera peut-être dans les débats. Alors qu'ils ont une vision du monde, ils ont des envies, ils ont des non-envies, c'est-à-dire des choses qu'ils ne veulent plus. Et j'avais créé un média là-dessus, et je voulais aussi, plutôt que de faire seulement un média dans un coin, que ce soit intégré dans les médias généralistes. Si à chaque journal, ou presque chaque journal, il y avait le point de vue d'un ado dessus, par exemple, ou dans des émissions. Et je pense que si on fait ça avec les plus jeunes et avec les personnes âgées, on va beaucoup modifier la manière dont les gens les intègrent. Eh ben, merci beaucoup, Sarah, pour ton temps et pour ce partage. Je te remercie. Et puis, prends soin de toi et à très bientôt. À bientôt. Merci pour ce que tu fais. Ciao, bye bye. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Désolé pour la qualité audio de ma voix dans cet épisode. Lors de l'enregistrement, il y avait quelques petits soucis micro, donc on a dû faire ça à l'ancienne. Si cet épisode vous a plu, néanmoins, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Vous pouvez également partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou simplement le commenter. Merci d'avance.
Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Vivant, merci du fond du cœur. Je tourne un peu en boucle avec ça, effectivement, sur chaque fin d'épisode, mais il faut quand même reconnaître que vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci, 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 je ne peux rien dire d'autre que merci. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines. Mon invité sera Robin Collet, fondateur de Sibylle. Avec Robin, nous tenterons de répondre à cette question: est-ce que le digital est l'allié du deuil ? D'ici là, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.